Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 24 mai 2026. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, le conseil de direction 2026 de la Direction générale des impôts qui s'est tenu cette semaine à Bamako. La rencontre devait définir de nouvelles orientations stratégiques pour rendre davantage l'administration fiscale plus performante, moderne et axée sur les résultats. Pour l'année 2026, l'objectif fixé au service des impôts est de 1537 milliards de francs CFA. Pour plus de détails, nous recevons Oumar Bilal Maïga, président de la commission d'organisation du conseil de direction des impôts. Bonjour Monsieur Maïga et bienvenue. Merci, bonjour M. Koné. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons des Mali Digital Awards dont la 6e édition vient d'avoir lieu à Bamako. C'est toujours un espace d'apprentissage, de rencontres et d'opportunités pour les amoureux de la technologie. Le thème principal choisi cette année était Génération Innovation, révéler les talents qui bâtissent le Mali de demain. Pour en savoir davantage, nous recevons Issa Kanadigui, directeur de Mali Digital Accélérateur. Bonjour, Monsieur Kanadigui, et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici. Le conseil de direction 2026 de la Direction générale des impôts s'est tenu cette semaine à Bamako. La rencontre de 3 jours devait définir de nouvelles orientations stratégiques pour rendre davantage l'administration fiscale plus performante, moderne et axée sur les résultats. La session avait pour objectif, entre autres, la validation des choix relatifs à l'élargissement de l'assiette fiscale. Une occasion également de renforcer la fluidité de la communication entre les différents services des impôts. Pour cette année 2026, l'objectif fixé au service des impôts est de mobiliser 1537 milliards de francs CFA. Les travaux étaient présidés par le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Alousseini Sanou. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Ari Djoumatina et on revient sur le plateau. Notre économie nationale affiche une stabilité. Si en 2025, les services des impôts ont enregistré une performance de 1403 milliards, 160 millions de francs CFA mobilisés pour une prévision de 1387 milliards, en 2026, l'objectif est d'avoir 1537 milliards de francs CFA. Voilà en substance les chiffres donnés par le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, lors de l'ouverture du conseil de direction 2026 de la Direction générale des impôts. Intervenant dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, des exigences accrues de souveraineté économique, la tenue de cette rencontre renoue avec une tradition interrompue depuis plus d'une décennie. L'administration fiscale, dans le cadre du renforcement de la performance, afin d'améliorer la mobilisation des recettes, doit définir de nouvelles orientations, véritables leviers stratégiques de transformation économique. Cette relance répond à notre volonté commune de redonner un nouvel élan à notre administration, qui joue un rôle essentiel dans la mobilisation des ressources nécessaires au fonctionnement de l'État et à la souveraineté économique de notre pays. Après 1000 réflexions, nous avons pris conscience qu'il nous faut révolutionner notre approche et adopter des stratégies plus audacieuses. Le monde évolue constamment et ce qui fonctionne hier peut ne plus suffire aujourd'hui. Pour réussir notre mission, nous devons donc remettre en cause les statu quo, aller résolument vers les changements, adopter des idées novatrices et prendre des risques calculés. La vision stratégique 2026-2030 de la DGI intervient après le 8e plan élaboré depuis sa création en 2002. Au cours de ces 3 jours, nous procéderons à la présentation de la vision et des objectifs stratégiques de la DGI, la déclinaison des choix cruciaux en matière de digitalisation et d'élargissement de l'assiette, l'examen du rapport annuel d'activité, du rapport de contrôle fiscal et du rapport de contrôle interne, l'anticipation et la gestion des crises potentielles, ainsi que la présentation des réformes fiscales engagées, en l'occurrence celles liées au secteur minier. Regroupant les cadres, agents et responsables des services des impôts, le Conseil de direction 2026 de la DGI s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités du pays. Je salue la vision stratégique 2026-2030 que vous avez élaborée, qui s'inscrit dans le cadre du programme national de transition fiscale visant un taux de pression fiscale de 20% à l'horizon 2030. Mon département attend beaucoup de l'opérationnalisation effective des brigades dédiées aux sociétés minières. Cette réforme doit marquer une nouvelle
nouvelle étape dans le renforcement du contrôle fiscal, de la traçabilité des opérations et de la sécurisation des recettes issues de l'exploitation de nos ressources minières. Je demeure convaincu que les femmes et les hommes de l'administration fiscale disposent de compétences et du potentiel nécessaire pour relever les défis qui se présentent à nous. Le gouvernement prendra toute sa part dans l'amélioration des conditions de travail du personnel, le renforcement des outils opérationnels et l'accompagnement des réformes structurantes. Engagé dans un processus de refondation, l'État a impérativement besoin d'une administration fiscale performante, moderne, intègre et résolument tournée vers les résultats pour bâtir un Mali émergent. L'administration fiscale doit devenir un véritable levier stratégique de transformation économique. Les objectifs assignés au service des impôts ne sauraient être de simples chiffres budgétaires. Ils doivent désormais être compris comme une contribution directe à la réalisation des ambitions nationales définies dans la vision à savoir que chaque franc mobilisé doit permettre de financer les infrastructures structurantes, de soutenir l'éducation et la santé, d'accompagner l'industrialisation de notre économie, de renforcer la sécurité et de créer les conditions d'un développement durable au bénéfice de tous les Maliens. C'est pourquoi j'attends de l'administration fiscale une mutation profonde, fondée entre autres sur la performance, la digitalisation, la transparence, l'équité fiscale et la culture du résultat. Prévu pour 3 jours, les acteurs vont mener des réflexions en vue de définir une feuille de route stratégique qui permettra d'améliorer durablement la mobilisation des recettes fiscales, la gouvernance et la performance de la DGI. Monsieur Maïga, nous allons parler tout à l'heure des conclusions de votre conseil de direction. Mais d'abord, pourquoi vous avez décidé de tenir ce conseil de direction maintenant? Et je sais que ça ne se faisait pas depuis plus longtemps. Merci, M. Koné. Donc, effectivement, permettez-moi de vous rappeler en quelques lignes les grandes missions assignées à la Direction générale des impôts. Donc, la DGI a pour mission d'exécuter les lois des finances en matière fiscale, de préparer la législation relative aux impôts, droits et taxes intérieures et d'assurer leur application. À ce titre, elle assoit, liquide, contrôle et gère le contentieux fiscal. Donc ça, c'est vraiment la mission essentielle de la DGI. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, nous avons arrêté depuis plus d'une décennie le conseil de direction, donc après 1000 réflexions, et compte tenu de nouveaux enjeux liés vraiment à la mobilisation, parce que vous savez que d'année en année, c'est qu'on nous donne les besoins augmentent, puisqu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui réellement que l'État vraiment a besoin des ressources internes, par rapport même à la politique que les plus hautes autorités sont en train de comme ça. Donc, compte tenu de tout ça, et à la demande pratiquement de tous les travailleurs comme ça, nous avons décidé vraiment de renouer avec le passé, notamment la tenue du conseil de direction. Parce que vous pensez que la tenue du conseil de direction permet de mobiliser davantage de ressources? Tout à fait. Donc, il permet, le conseil de direction permet de mobiliser toutes les ressources parce que c'est un conclave entre tous les responsables et agents au niveau de la Direction générale des impôts pendant les 2 jours, parce que ça s'est déroulé en 3 jours, pendant les 2 jours. C'était vraiment les 2 premiers jours, c'était vraiment les travaux uniquement dédiés à l'administration fiscale. Donc là, on fait vraiment le bilan de l'année 2025 en analysant nos forces et faiblesses. Et 2026, on se protège 2026. Donc c'est pour ça que nous disons que ça va vraiment nous aider à mobiliser davantage. Parce que déjà en faisant le bilan de 2025, nous avons en toute conscience, en toute logique, nous-mêmes, sans l'œil extérieur, à travers nos propres responsables, nos agents, nous avons fait le diagnostic sans complaisance. Nous avons mesuré nos forces et nos faiblesses. Donc nos forces, nous allons les consolider par rapport à l'atteinte de l'objectif et nos faiblesses, nous avons fait une stratégie, nous avons les corriger pour que vraiment au finish, en 2026, nous pouvons atteindre l'objectif très ambitieux, je le dis, mais qui est à la hauteur vraiment
des attentes de l'État. On sait aussi que depuis 2022, c'était des plans qui étaient élaborés et qui, j'imagine, qui servaient de boussole pour la DG. Et maintenant, c'est le conseil de direction. C'est différent? Bon, en fait, c'est un peu différent parce que, comme je dis, le conseil de direction, c'est chaque année. Quand on faisait dans le temps, c'est chaque année. C'est là où, comme je l'ai dit dans mon introduction, on fait l'analyse de l'année 2025, on se projette l'année 2025. Mais les plans, depuis la création de la DGI, nous faisons les plans. C'était d'abord des plans trimestriels chaque 3 ans. Donc le dernier, des plans triennaux qui a pris fin en 2025. Et maintenant, compte tenu de la nouvelle vision à travers la vision nationale comme ça, donc nous avons décidé cette année, au lieu de faire un plan de 3 ans, nous l'avons calé sur le plan 2026-2030. Donc c'est notre boussole, voilà. C'est notre boussole, c'est notre vraiment outil de gestion pour les 5 années à venir. Vous avez parlé des 5 années à venir, la vision 2026-2030. Quelles sont les grandes lignes de cette vision? Ok. Donc par rapport aux grandes lignes de cette vision, comme je l'ai dit dans mon introduction, elle s'inscrit dans le cadre de la vision globale du pays. À travers Mali, et dans ce volet 2063. Dans ce volet, vous trouvez, il y a un pilier, la mobilisation des recettes, qui est dédié au ministère de l'économie et des finances. Et nous faisons partie, même si nous ne sommes pas les seuls, mais nous faisons partie de la partie intégrante, vraiment par rapport à la mobilisation des ressources, parce que nous sommes aujourd'hui la première structure pourvoyeuse des recettes fiscales au profit de l'État. Donc on l'a inscrit dans ce cadre-là. C'est dans ce cadre, en rapport avec la vision, comme je viens de rappeler, à l'échelle nationale, c'est dans ce cadre-là qu'on a élaboré notre vision. Donc, on a notre vision, comme on l'a dit dans l'introduction, c'est d'être une administration performante, moderne, attrayante, axée sur les résultats et la performance et la maîtrise des données. Donc ça, c'est vraiment notre vision. Et à travers ce plan, donc notre vision, nous avons désigné, nous avons décliné en beaucoup de choses. Nous avons des principes directeurs, nous avons les normes, nous avons les stratégies, nous avons les moyens, un plan d'action, et tout ça avec les moyens. Donc pendant les 5 années à venir, c'est-à-dire tout ce que nous devons mener comme activité, c'est dans ce plan-là. Donc en fait, c'est vraiment notre boussole, lequel tout ce qu'on va faire, ça va se retrouver dans le plan stratégique 2026, comme je dis, qui est aligné sur le plan stratégique au niveau national. Et dans son intervention, le ministre d'État, ministre des Finances, de l'économie et des Finances, a parlé de pression fiscale, de de 20% à l'horizon 2037. Toujours dans le cadre de cette vision 2026-2030. C'est quoi une pression fiscale de 20% par exemple? Ok, merci M. Kony. La pression fiscale, en fait, c'est le rapport entre les recettes fiscales collectées et rapportées au PIB. Le PIB étant le produit intérieur brut. Donc les 20%, en fait, c'est une norme communautaire. Donc c'est la norme de l'UEMOA. Et sur lesquels l'État étant partie de l'UEMOA, donc c'est des engagements, c'est des directives, donc sur lesquels l'État lui-même s'est engagé à atteindre le taux de pression fiscale 2020. C'est pour ça que nous, on ne va pas aller au-delà, et nous sommes alignés sur le programme national de transition fiscale qui définit vraiment le taux à atteindre d'ici l'année 2023, les 20%. C'est ça, les 20%. Voilà. Et par rapport à la pression fiscale, nous ne sommes pas les seuls. Comme j'ai dit dans mon introduction tout de suite, c'est les recettes fiscales rapportées au PIB. Donc, il y a la DGI, il y a la Direction générale des impôts, une partie des recettes collectées par la douane. Donc, c'est l'ensemble de ces recettes fiscales rapportées au PIB qui donne qui est la pression fiscale à l'échelle globale. Donc, ce n'est pas une pression fiscale seulement au niveau de la Direction générale des impôts, mais c'est la pression fiscale. Mais quand on dit pression fiscale, c'est quoi? C'est les intérêts, les résultats? Bon, comme je dis, la pression fiscale, c'est-à-dire on veut savoir, le PIB d'abord, c'est la richesse nationale. D'accord. Au cours d'une année, voilà la richesse nationale qui a été créée. On veut rapporter par rapport à la richesse nationale, qu'est-ce qui a été capté par les services, qu'est-ce que l'État a eu en termes de prélèvements fiscaux. C'est pour cela que je dis, c'est les impôts, c'est la douane, et une partie des domaines. Donc c'est tout juste vraiment l'ensemble de tous les prélèvements fiscaux rapportés à la richesse nationale. Et 20% à l'horizon. Ça, c'est la norme. Ça, c'est la
Mais actuellement, c'est combien? Aujourd'hui, 2025, nous sommes entre 14,2 et 14,5. Donc nous n'avons pas encore atteint les 20%. Donc, l'idée même du plan stratégique dans lequel toutes les activités sont déclinées pour que vraiment, à l'horizon 2023, nous devons atteindre. À l'horizon 2030. À l'horizon 2030, nous devons atteindre ce taux de pression fiscale. Comme j'ai dit, c'est dans le programme national de transition fiscale. Donc le taux, c'est vraiment le taux de la norme communautaire. Donc nous devons impérativement, d'ici 2030, atteindre cet objectif-là. Donc c'est ça peut-être qui peut justifier un peu aussi la tenue du Conseil des actions à travers notre plan stratégique. Donc tout ce que nous allons mener comme activité, comme réforme fiscale, tout ça, ça vise le taux de pression fiscale. Donc en attendant le taux de fiscal, ça veut dire que nous allons concrètement mobiliser beaucoup de recettes fiscales. Exactement. Donc il a été aussi question, justement, parlant de mobilisation des ressources de digitalisation et d'élargissement de l'assiette fiscale. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? La digitalisation et l'élargissement de l'assiette fiscale. Bon, la digitalisation, en fait, c'est des noms un peu parce que voilà, c'est la mode, la digitalisation. C'est-à-dire que c'est un moyen d'accroître l'enrichissement fiscal, parce qu'en allant à la digitalisation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avantages. Donc quand je dis beaucoup d'avantages, je vais parler quand on va quitter la version papier pour venir à la digitalisation, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que tout va nous échapper, mais l'essentiel des activités va nous revenir. Donc si on arrive à apprendre l'essentiel des activités, ça veut dire que nous allons élargir l'assiette fiscale. Parce qu'au stade aujourd'hui où nous sommes vraiment au support papier, il y a vraiment beaucoup de déperditions, beaucoup de choses qui nous échappent. Donc à travers, nous estimons quand même, et toutes les statistiques l'ont montré, qu'à travers la digitalisation, c'est-à-dire que on va lutter contre la fraude, l'évasion fiscale. C'est-à-dire qu'on va avoir des chiffres sur pratiquement tous les contribuables. Et donc, une fois qu'on a ces chiffres inconcevables, donc ça nous permet. Il y a certains qui ne sont pas encore fiscalisés, c'est sûr. Ça, il ne faut pas se le cacher parce que le secteur informel aujourd'hui occupe une bonne place, comme ça. Donc, il y a certains aussi. Ils sont là, mais peut-être qu'ils ne payent pas réellement ce qu'ils devaient payer par rapport à leur chiffre d'affaires réellement réalisé. Donc l'un dans l'autre, en fait, ça doit le même résultat. Donc quand on dit élargissement de l'assiette fiscale, c'est augmentation des ressources, c'est ça? Ah oui, forcément. C'est ça. Alors, monsieur Kanadigui, alors on en parle de digitalisation ici, vous, c'est un peu votre domaine. Qu'est-ce que ça vous donne comme sentiment quand, au niveau des impôts, on parle de digitalisation pour avoir beaucoup plus de recettes? Vous pensez que la digitalisation permet d'accroître les ressources dans un pays? Oui, bien sûr. En parlant de digitalisation, j'ai vu que les impôts, ils font un excellent travail sur le côté de la digitalisation. Et j'ai vu aussi que pratiquement tous les documents fiscaux on les retrouve en ligne. On peut télécharger pratiquement tous les documents fiscaux en ligne. C'est très intéressant, c'est très innovant et je les encourage dans ce sens. Mais là où moi je voulais surtout en venir, c'est que dans le plan stratégique qui a été mis en place lors de cette cérémonie, est-ce qu'il y a des nouvelles dispositions sur des questions de digitalisation? Est-ce qu'il y a des actions innovantes, en plus des actions qui sont là pour pouvoir améliorer les questions de digitalisation dans le domaine des impôts au Mali? Si donc concrètement vous avez peut-être des propositions à leur faire, non? Oui, c'est toujours bon d'améliorer. Voilà, surtout avec les nouvelles technologies, les nouvelles technologies qui viennent, c'est toujours bon à chaque fois d'améliorer et d'intégrer à chaque fois des intelligences artificielles dans tout ce que nous faisons comme digitalisation. Peut-être qu'on en viendra lors de... Sinon, je peux rapidement, effectivement, par rapport, comme j'ai dit, on n'a pas eu le temps de décliner la vision. Parce que, comme j'ai dit, c'est un document, c'est vraiment la boussole. Donc, c'est un document volumineux. Mais dans ce plan stratégique, vraiment, la digitalisation occupe vraiment une place de choix. En fait, nous sommes déjà dans la digitalisation. C'est ça. Ça a commencé déjà. Ça a déjà commencé. Peut-être qu'on n'a pas atteint le truc, parce qu'à titre d'exemple, aujourd'hui, nous savons que toutes les grandes entreprises, en termes de déclaration, en termes de paiement, ils sont déjà dans la digitalisation. Et ça depuis longtemps.
On a étendu progressivement aux petites, aux moyennes entreprises, aussi comme ça, mais dans le plan, comme ça, vous allez voir qu'on a un repère. À partir d'un certain temps, on voulait que toutes les déclarations, tous les paiements se fait à travers les télépaiements, donc à travers la digitalisation. Donc par rapport à la vision aussi, le pan entier par rapport à la digitalisation, donc nous sommes en train de travailler pour la mise rapide de la facturation électronique. Voilà. Mais M. Maïga, à propos de digitalisation, il s'est dit que certains travailleurs des impôts, mais aussi certains de vos partenaires, n'aiment pas beaucoup la digitalisation. Il y en a qui sont un peu réfractaires à ça. Bon, comme vous l'avez dit, on l'a dit, c'est vrai, c'est des propos qu'on nous rapporte nous aussi. Ça, mais nous, tout ça, on met dans le compte, dans le changement. Vous savez, le changement, normalement, quand on opère des changements, il y a des stratégies qui doivent accompagner le changement. Et nous, dans toute réforme qu'on fait, on fait la gestion du changement. C'est vrai, les gens sont habitués pendant un certain temps de travailler manuel à travers ce truc comme ça. Si d'un coup, on lui dit de migrer, changer ça, c'est peut-être la peur. C'est peut-être la peur, mais ce qui est sûr, et comme on l'a dit dans notre vision, c'est que la digitalisation aujourd'hui, elle est irréversible. On n'a pas le choix. Il est irréversible, que ça plaise aux agents ou aux opérateurs économiques, elle va s'imposer d'elle-même. Mais quand vous parlez de la peur, mais parce qu'il y en a qui veulent pas, qui ont peur d'aller vers le changement, mais il y en a aussi qui savent réellement que ce changement va permettre d'éviter certains détournements, peut-être certaines pertes de ressources. Ça aussi, c'est une réalité. Voilà. En fait, moi, dans le changement, j'ai pas voulu développer, j'ai mis tout dans le changement. Il y a ce que vous avez dit, il y a la peur, mais il y a aussi le manque de volonté de la transparence de deux côtés. Voilà, parce que comme je dis, quand on va arriver à la digitalisation, c'est quand même la transparence. On ne peut pas dire que ça va réduire à 100% la fraude comme ça, mais ça va diminuer considérablement. Donc il y a la transparence que j'ai mis tout ça dans le changement. Certainement, il ne faut pas, c'est pour ça que les gens n'adhèrent pas totalement à la transparence. Quand vous voyez tout ce qu'on est en train de développer comme stratégie, comme slogan, par rapport à la promotion du service fiscal, ça fait partie de ça. Donc, comme je dis en conclusion, c'est qu'elle va s'imposer d'elle-même. Elle va s'imposer d'elle-même. C'est pour cela que nous avons commencé d'abord les réformes. Nous avons commencé par rapport à la sensibilisation. Depuis pendant tout ce temps, nous sommes dans ça, la sensibilisation formelle, informelle, vis-à-vis de nos propres agents et vis-à-vis de nos partenaires, notamment les corporations bien organisées à travers les ordres qui nous accompagnent, qui comprennent parfaitement les enjeux et qui aussi travaillent avec les opérateurs économiques qui jouent ce rôle. Il y a vraiment un travail de sensibilisation qu'on est en train de faire pour vraiment dissiper cette impression. Disons pour le moment que c'est vraiment une impression. Quoique les agents ne veulent pas ouvrir le compte comme ça. Mais comme j'ai dit en conclusion, elle va s'imposer d'elle-même. C'est à nous, administration fiscale, de jouer notre partition. Tout ce qui nous concerne, que ce soit en conséquence les mesures législatives, les mesures d'accompagnement à la sensibilisation, il nous appartient, nous, en tant qu'administration fiscale, de se préparer pour arriver à ça. Parce qu'à un moment donné, elle va s'imposer d'elle-même. Et en 2025, vous avez mobilisé, les services des impôts ont mobilisé 1403 milliards de francs CFA. Et pour 2026, vous prévoyez 1537 milliards, soit une augmentation de plus de 130 milliards. Vous comptez sur quoi? Sur les réformes, peut-être dans le domaine des mines? Donc c'est vraiment l'occasion que vous nous donnez. C'est vrai que nous avons reçu les encouragements des plus hautes autorités. Donc c'était l'occasion aussi pour moi, à mon nom personnel et au nom du directeur général des impôts, de remercier l'ensemble des agents. Donc c'est pas seulement l'ensemble des agents, les opérateurs économiques qui ont contribué, de remercier vraiment l'ensemble parce que comme je l'ai dit, 2025, vous-même vous l'avez dit, malgré le contexte, vraiment, nous avons pu mobiliser le maximum de recettes. Nous avons tenu les engagements en hauteur de 101%. Et comme j'ai dit, notamment par rapport à ce truc, il y a encore des mesures qui étaient à leur débit qu'il faut poursuivre. Et c'est ce qui va permettre de booster, d'augmenter encore plus de recettes, notamment par rapport au code minier. Il y a de nouvelles dispositions. Donc nous sommes en train d'aller vers la mise
en œuvre complète de toutes les dispositions qui sont dans le code minier. Et en plus de ça, ce n'est pas seulement le code minier, il y a beaucoup d'autres mesures réglementaires. J'ai parlé aujourd'hui de la facture normalisée qui est en cours, qui va aussi nous permettre beaucoup. Et il y a d'autres activités, d'autres actions que nous sommes en train de mobiliser, qui ne sont pas forcément des lois comme ça, mais ce sont vraiment rapport à notre propre organisation pour que nous on s'adapte. Parce que nous aussi, nous sommes obligés de s'adapter en fonction de l'évolution du contexte économique, de l'évolution du pays et du contexte aussi vis-à-vis des opérateurs économiques. Et le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, a dit aussi qu'il attendait beaucoup de l'opérationnalisation des brigades dédiées aux sociétés minières. Tout à fait. Ouais. Okay. C'est des brigades spéciales. Les brigades spéciales, donc on peut dire que ces brigades peuvent être à deux niveaux. Donc il y aura des brigades mixtes, donc ça c'est peut-être au niveau du département. Donc certainement que ces brigades vont concerner tous les acteurs qui sont dans la gestion des mines, notamment peut-être la DGP, les services de la douane, du trésor, mais des impôts, nous aussi, en fonction de ce que nous gérons aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser et bientôt nous allons mettre en place les brigades. Et comme nous avons la chance aujourd'hui que toutes les sociétés minières sont gérées au niveau d'une seule structure, donc ça va vraiment nous faciliter la tâche, notamment la direction des grandes entreprises. Donc nous sommes en train de prendre les dispositions pour créer ces brigades au niveau de... Donc c'est vraiment une brigade spéciale qui va s'occuper uniquement, que ce soit en matière de l'assiette des sociétés minières, en matière de recouvrement, en tout cas tout ce qui est activité économique. Donc c'est vraiment des unités spéciales qui vont se consacrer à ça. Donc les autres activités de poursuite, les autres agents vont dédier. Ce n'est pas seulement les mines qui nous fournissent des recettes, mais il faut comprendre que vraiment leur rôle compte beaucoup dans le budget national. Et comme j'ai dit, nous avons quand même la chance d'avoir une seule structure, donc ça va être très facile pour nous de créer vraiment des brigades. Donc comme j'ai dit, une brigade spéciale qui va s'occuper uniquement des sociétés minières. Mais en dehors de ça, les autres brigades, est-ce que vous avez suffisamment de personnel, est-ce que vous avez suffisamment de ressources humaines pour mener ce travail-là avec autant de brigades que vous voulez mettre en place? Bon, en fait, les ressources, je crois qu'on n'en a pas suffisamment les ressources. C'est ça, la vision. Dans la vision, c'est-à-dire que tout est décliné jusqu'en 2030. Les ressources, pour chaque année, des ressources comme ça, tout est comme ça. Mais pour le moment, je crois qu'en attendant tous ces trucs-là, c'est vraiment une réorganisation à notre niveau. Ce n'est pas beaucoup, parce qu'une brigade, c'est-à-dire que si vous mettez beaucoup d'argent dans ce truc-là aussi, ça risque. Donc ça fait vraiment une équipe légère. Et je crois que nous avons vraiment les agents, peut-être les nombres. Maintenant, peut-être qu'après la création des trucs, donc les formations, facile. Voilà, c'est plus facile quand c'est des équipes légères qui vont. Leur activité, c'est uniquement s'occuper des sociétés minières. Donc, par rapport au plan de formation, des trucs comme ça, qui va s'en suivre très rapidement, c'est plus facile. Voilà. Donc, je crois que nous avons vraiment. Ce qu'il faut maintenant, peut-être que les faire accompagner par des modules spécifiques par rapport vraiment à la gestion des mines exclusivement. Alors, maintenant que le conseil de direction a pris fin, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez décidé comme, par exemple, recommandation principale? Bon, voilà, avant de venir aux recommandations, je voulais parler quand même un peu de la particularité de ce conseil de direction, si vous m'offrez l'occasion, parce que comme je l'ai dit, depuis qu'on a érigé en DG, il y a eu beaucoup de conseils de direction, mais c'était vraiment un véritable conseil de direction. C'est un conclave uniquement entre les agents et responsables de l'administration fiscale. Mais cette fois-ci, une innovation majeure par rapport au conseil de direction. Donc nous avons voulu faire effectivement le conseil de direction pendant les 2 jours. C'était vraiment avec les agents. Et le 3e jour, on a voulu vraiment élargir le truc comme ça. C'est ce qui a fait la création des panels avec les partenaires. Nous avons eu à faire 3 panels, notamment sur la digitalisation, sur la facturation électronique et sur la stratégie de communication. Donc ça, c'est vraiment une particularité par rapport au conseil de direction 2026. Donc après analyse de tout ça, effectivement, il y a eu des recommandations. Il y a eu beaucoup de recommandations. Donc je veux vous faire l'économie. Tout citer, mais il y a eu quand même beaucoup de recommandations que nous avons classifiées
en recommandations à court terme, à moyen terme et à long terme. Et tout ça, qu'on va maintenant dans le plan d'action, on va l'intégrer dans la vision 2026-2023. Donc comme recommandation phare, je peux vraiment, vous avez parlé tout de suite des ressources humaines, effectivement. Là, vraiment, le problème par rapport aux ressources humaines, donc une recommandation forte a été vraiment la dotation en ressources humaines en nombre suffisant. Le nombre suffisant seulement, ça ne suffit pas, mais en qualité. Voilà, donc il y a ça. Donc comme recommandation aussi, on a demandé la dotation vraiment des moyens, les moyens matériels vraiment qui permettent vraiment à ceux qui nous puissent travailler pour faire tout comme ça. C'est vrai que l'État en fait beaucoup. Ça, l'État, il faut le reconnaître. Compte tenu de tout l'enjeu aujourd'hui, ces critères de défis comme ça, reconnaissons aussi que l'État aussi en fait beaucoup. Peut-être nous aide beaucoup. Peut-être que ça ne suffit pas, mais nous allons demander davantage encore l'État, mais nous devons comprendre, qu'on a fait comprendre à nos achats, que l'État aussi n'a des ressources que par rapport à ceux que nous donnons à l'État. Donc c'est à nous aussi, si nous voulons tout ça, l'amélioration des conditions de travail, les trucs comme ça, il faudrait que nous aussi, nous nous organisons, que nous mobilisons le maximum de recettes pour mettre à la disposition. Il ne s'agit pas seulement de la Direction générale des impôts, mais il s'agit pratiquement de toutes les administrations pour voir. Ça, nous sommes conscients, nous avons fait comprendre à nos agents et ils ont compris. Ils ont compris et les jours à venir, comme ça, on va travailler sur ça. On veut plus de moyens. Les moyens, c'est l'État. Et l'État, aujourd'hui, ne peut compter que sur ses impôts et taxes. Donc, comme on dit le jargon, excusez-moi, le terme d'argent appelle l'argent. Plus l'État met l'argent comme ça, donc puis vous allez gagner en efficacité à terme comme ça pour faire vraiment beaucoup de ressources. Voilà. Merci beaucoup, M. Maïga. Nous allons peut-être en parler encore, parce qu'on va parler de digitalisation. Peut-être on aura l'occasion d'évoquer encore d'autres aspects. Nous partons donc pour le deuxième sujet de cette émission, la 6e édition des Mali Digital Awards. C'était cette semaine à Bamako. Le rendez-vous annuel de l'innovation est toujours une occasion d'échange d'expériences pour les passionnés du numérique. C'est un espace d'apprentissage, de rencontres et d'opportunités pour tous ceux qui considèrent la technologie comme un moteur de développement. Le thème des Mali Digital Awards cette année, c'était Génération Innovation, révéler les talents qui bâtissent le Mali de demain. Avant d'en parler avec notre invité, voici quelques éléments de compréhension avec Hawa Adama Koulibaly. Après 5 éditions marquées par des doutes, des questionnements, des essais, mais surtout par l'affirmation et l'engagement, les Mali Digital Awards reviennent en 2026 avec des résultats concrets à leur actif. Plus de 3000 jeunes formés, plus de 500 projets révélés, des dizaines d'initiatives accompagnées et 23 insertions professionnelles. Le véritable défi aujourd'hui n'est pas le manque d'intelligence. Le défi est le manque d'accès, le manque d'accompagnement et parfois le manque de confiance. C'est ainsi qu'est née une idée, les Mali Digital Awards. Sur 108 candidatures reçues, 22 projets ont été retenus comme finalistes, 14 pour MoveUp Africa et 8 pour Campus Innovation, l'une des grandes nouveautés de cette édition. Un programme initié pour détecter, structurer et accompagner les talents technologiques maliens vers l'investissement et la professionnalisation. Nous avons vu des idées devenir des projets, nous avons vu des jeunes prendre confiance et nous avons compris une chose essentielle, le Mali possède une richesse immense. C'est une richesse qui n'est plus que dans le sol, elle est également dans l'intelligence. Aujourd'hui, les MDA s'imposent comme une plateforme nationale dédiée à l'innovation numérique et technologique en soutien à la vision de souveraineté du Mali. La véritable transformation numérique ne consiste pas seulement à utiliser les technologies venues d'ailleurs, elle consiste aussi à développer notre capacité à comprendre, à adapter, à créer des solutions et des contenus répondant à nos réalités propres. Côté des prix de l'intelligence
l'intelligence artificielle et de la meilleure solution en phase MVP, une troisième distinction a été créée. Le prix du général d'armée Sadio Camara, figure inspirante d'une jeunesse rigoureuse et soutien discret des initiatives et technologies durables et innovantes au service du futur du Mali. Monsieur Kanadigui, vous êtes directeur de Mali Digital Accelerator. Et quel est le lien entre Mali Digital Accelerator et Mali Digital Awards? D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. Et nous sommes ravis. Et avant toute chose, permettez-moi d'avoir une pensée respectueuse à feu général Sadio Camara, et ancien ministre de la Défense et des anciens combattants, et à qui la 6e édition des Mali Digital Awards a été dédiée en hommage. Donc il faut comprendre que toute cette édition lui a été dédiée en hommage. C'est pourquoi vous allez voir qu'on n'a eu ni de marraine ni de parrain cette année. Et je souhaite que son exemple continue d'inspirer les générations présentes et les générations du futur. Donc le Mali Digital Awards, c'est une plateforme où les professionnels du domaine du digital se réunissent chaque année. Donc nous avons une vague de formation pour la jeunesse dans les domaines du digital et des nouvelles technologies. Donc nous offrons également une plateforme aux innovateurs pour qu'ils puissent présenter leurs solutions devant des investisseurs. Donc l'initiative de créer le Mali Digital Accelerator est venue. Donc c'est Mali Digital Awards qui crée Mali Digital Accelerator. Voilà, donc le Mali Digital Accelerator est une initiative née des Mali Digital Awards. D'accord. Voilà, donc cette initiative est venue depuis la 3e édition. Donc, et son rôle, c'est quoi, le Mali Digital Accelerator? Oui, effectivement, nous, on a constaté que chaque année, les jeunes qu'on forme et les jeunes aussi qui gagnent nos concours, ils sont confrontés au défi de l'écosystème entrepreneurial malien. Et il y a certains aussi qui ont des difficultés d'insertion. Nous, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas créer un accélérateur pour soutenir ces jeunes-là après les formations, parce que chaque année, 200 jeunes sont formés à peu près. Et ces jeunes-là, il ne s'agit pas de les former et de les laisser dans la nature. Il s'agit de les former et de rester auprès d'eux, les accompagner, les soutenir, les aider à l'insertion et tout. C'est dans ce cadre-là qu'on a créé les Mali Digital Accelerator. Et l'idée même d'organiser Mali Digital Awards, ça vient d'où? Voilà. Donc, comme l'a dit la coordinatrice dans l'une de ses commentaires, parce qu'elle est spécialisée dans le domaine du digital. Et l'idée vient d'elle. Quand elle est arrivée au Mali, donc elle a constaté que nos jeunes ont des talents. Le Mali regorge de talents incroyables. Donc, elle, en tant que sociale, donc elle s'est dit, bon, pourquoi ne pas trouver une initiative qui pourra aider nos jeunes à pouvoir faire valoir leurs talents. Voilà. Maintenant, l'idée aussi de Mali Digital Accelerator, c'est quoi? Nos jeunes ont des difficultés d'insertion, ils ont des difficultés pour obtenir des financements. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Nous, on les aide à avoir de gros financements. On les met en relation entre les investisseurs. Et puis, on les met en contact avec les investisseurs qui puissent décocher des gros financements. Et nous, on les accompagne, on les aide à améliorer leurs prototypes. On a des partenaires un peu partout, au Mali, en Chine, donc auprès de qui on les met en contact, qui vont améliorer, développer, fabriquer d'autres produits qui pourront facilement utiliser. Et vous dites que vous formez les jeunes, et on sait que vous avez formé jusqu'à 3000 jeunes depuis le début des Mali Digital Awards. Mais que deviennent ces jeunes? Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Oui. Quand on a créé l'accélérateur, on a pris contact avec ces jeunes. Et je voudrais préciser que... Sur les 3000, beaucoup sont encore oui, près de 70% ont réussi à s'intégrer de façon professionnelle. On a environ 23 jeunes qui ont eu un emploi grâce à Mali Digital Awards. Et les autres ils évoluent en freelance ou ils ont des activités qu'ils le font pour pouvoir avoir... quand même, grâce au MDA, ils ont eu ça a cultivé en eux un esprit de confiance pour pouvoir continuer encore dans le domaine du numérique. Et il y a des projets aussi qui ont été révélés, mais qu'est-ce que vous jouez concrètement dans la mise en œuvre de ces projets? Parce qu'il y a une chose est de former les jeunes, mais aussi une autre est peut-être d'accepter ou de suivre certains projets. Oui, donc je voulais
rebondir ici. Il faut comprendre que cette année, la différence entre l'édition de cette année et les autres années, c'est que cette année, on a mis en place le campus innovation. D'accord. Donc le campus innovation, c'est une initiative qui a été mise en place cette année pour pouvoir identifier les projets innovants. L'idée avec ça, c'est de donner l'opportunité aux jeunes talents de présenter leur projet, devant un jury, de 2, devant les investisseurs. Et ces projets qui vont obtenir un financement, qu'est-ce que le Mali Digital Accelerator va faire? On va les aider à améliorer leurs prototypes. D'accord. On va les aider à multiplier leurs produits. Parce que vous avez quoi? Vous avez des experts que vous commettez, qui travaillent avec vous pour les encadrer, ou bien c'est vous-même qui faites ce travail-là? Oui, nous, notre côté, c'est le côté management et puis le côté amélioration des prototypes. Donc, on a des partenaires qui peuvent encore les aider à améliorer leurs prototypes. On sait aussi que pour cette année, il y avait 108 candidatures et 22 projets qui ont été retenus comme finalistes. Mais d'abord, dites-nous, comment vous faites pour recenser les candidatures? J'imagine que c'est toujours en ligne. Oui. Il y a des critères? Oui, il y a des critères, bien sûr. Et déjà, un appel à candidature est lancé via la plateforme des Mali Digital Awards. On a créé une plateforme spéciale pour ça. D'accord. Et dans cette plateforme, on a détaillé les différentes catégories des prix. Donc le jeune, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec son projet et il postule. On a donné une période pour que le jeune postule, eux-mêmes qui postulent dans les catégories. Maintenant, en tout cette année, on a reçu une centaine de candidatures. Et sur ces centaines de candidatures, une quarantaine ont été présélectionnées. C'est un jury qui est mis en place, qui fait ce travail de sélection, c'est ça? Oui, d'abord, il y a un premier travail d'analyse des dossiers en fonction des informations qu'on reçoit. On analyse les données qu'il a envoyées. Donc à la base de ça, on saura que ce type a un bon projet ou pas. Okay. Et après ça, on les appelle, on a échangé avec eux à chacune de ces 40 projets, on a échangé avec eux. Et il y a 22 qui ont été présélectionnés pour le concours. Donc il faut comprendre qu'on a deux types de concours ici. Il y a le concours Move Up Africa et puis il y a le concours Campus Innovation. Donc Move Up Africa cette année, Move, notre partenaire stratégique qui nous soutient chaque année, Move Up Africa, a décidé de mettre 7 millions à la disposition de nos jeunes. Voilà. 7 millions pour l'ensemble des jeunes ou bien pour ceux qui sont sélectionnés, quoi, c'est ça? Oui, on a des catégories, on a 3 catégories. Au niveau de Move Up, il y a la catégorie application mobile, dont le gagnant de cette catégorie a eu 3 millions et le deuxième prix a eu 500 000. Et il y a une autre catégorie qui est la catégorie plateforme digitale aussi. Le gagnant de cette catégorie a eu 2 millions et le deuxième prix également c'est 500 000. Et le troisième catégorie la troisième catégorie, c'est intelligence artificielle. Mais maintenant si vous sélectionnez les projets, donc comme vous dites, après il y a le jury, il y a là, donc ensuite il y a un concours qui est ouvert en ce moment. Il y a une compétition entre les présélectionnés, c'est ça? Oui, c'est ça. Et après, les lauréats sont désignés. Oui. Voilà. Et vous dites qu'il y a combien de lauréats cette année? Sur le concours Move Up, il y a eu 5 lauréats. 5 lauréats, ok. Maintenant, sur le concours Campus Innovation, on a sélectionné 3 lauréats. Et les lauréats sont ensuite accompagnés, comme vous dites, avec des partenaires. Voilà, les lauréats seront accompagnés avec des partenaires. Quand ils initient des projets, ou bien parce que ce sont des projets qu'ils présentent? Oui, ils ont déjà des prototypes, ils ont déjà des projets. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va améliorer notre touche pour pouvoir améliorer ces prototypes. On a des experts qui peuvent analyser leurs projets, on va les accompagner avec des idées et tout. Mais on a des partenaires aussi en Chine et dans d'autres pays qui peuvent encore, qu'on peut envoyer ces prototypes-là pour multiplier davantage, pour qu'on puisse venir et revendre ça au Mali ici, quoi. Monsieur Maïga, vous avez écouté Monsieur Kanadigui. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative des Mali Digital Awards, donc former les jeunes ou en tout cas les suivre dans le domaine du numérique? Autour de la technologie. Je crois que c'est une très bonne initiative, c'est vraiment une bonne initiative. Comme j'ai dit, ils sont en train d'évoluer avec les trucs. Donc je partage parfaitement, nous partageons la même vision pour dire que la digitalisation, elle est irréversible. Donc eux, ils sont déjà en train d'accélérer vraiment à travers la jeunesse. Maintenant, j'ai une petite question parce que j'ai compris que vous travaillez uniquement avec les jeunes. Est-ce que vous avez des solutions par rapport
aux administrations fiscales aussi. Comme je dis, en fait, aujourd'hui, la digitalisation, ce n'est pas seulement les administrations fiscales. Peut-être qu'on va mettre l'accent des tout premiers débuts à l'administration fiscale, mais l'objectif même du gouvernement, c'est de ramener toute l'administration à la digitalisation. Donc ma question, est-ce que... Au-delà des jeunes, est-ce que dans votre stratégie, vous avez quelque chose pour les administrations, et notamment l'administration fiscale? Oui, on travaille déjà avec l'administration. Parce que le fait même d'impliquer le ministre et puis les autorités, ça prouve qu'on travaille déjà avec eux. Et dans les années passées, on a eu à digitaliser aussi certaines de leurs structures sans vouloir dire des noms. Il y a certaines structures qui nous ont contactés pour qu'on puisse digitaliser leurs services. Donc je peux dire, on travaille déjà avec eux et tout est déjà en place. Alors, parce que ce sont les jeunes qui ont généralement des projets, mais si un adulte d'un certain âge a un projet aussi, il peut aussi postuler. Mais c'est uniquement réservé aux jeunes. Bon, nous parce que vous êtes jeune, vous voulez travailler qu'avec les jeunes. Non, c'est pas. Nous, on veut mettre en avant les talents maliens. D'accord. Donc, si vous, avec un certain âge, si vous avez un prototype ou bien une initiative ou bien une idée innovante que vous voulez faire valoir, nous, qu'est-ce qu'on fait? On vous met en relation avec des investisseurs. D'accord. Et lorsque l'investisseur accepte d'investir, c'est là qu'il va rentrer le processus d'accompagnement de l'accélérateur maintenant. Et vous avez aussi créé un prix de l'intelligence artificielle. J'imagine que c'est pour aussi encourager l'utilisation de l'IA, qui n'a pas que des côtés positifs. Oui. Vous faites comment? Oui, bon. Oui. L'IA ne peut pas remplacer l'humain. D'accord. Voilà. L'IA, c'est un outil d'assistance. Donc, en utilisant l'IA, ça va te permettre d'améliorer peut-être les idées que tu as ou les activités que tu fais. Mais tu ne peux pas te fier, te consacrer à l'IA. Donc, on a beaucoup de nos jeunes qui ont... On ne va pas laisser l'IA faire complètement le travail des humains. Voilà, on ne va pas laisser l'IA faire totalement le travail des humains. Mais l'IA peut te donner des idées à améliorer ce que tu es en train de faire. Donc c'est pourquoi nous on veut encourager ça. On a beaucoup de jeunes qui ont développé des prototypes, des idées sur le côté de l'intelligence artificielle. Par exemple, celle qui a gagné le prix cette année, le prix de l'intelligence artificielle. Voilà, le prix de l'intelligence artificielle, elle, c'est une IA d'assistance aux radiologues. Donc ça, voilà, ça dans le domaine de la médecine. Voilà, dans le domaine de la médecine. Et c'est très innovant. Voilà. Et ça peut aider les radiologues, c'est ça? Oui, ça peut aider les radiologues. Mais quand le radiologue travaille avec l'IA, donc l'IA va faire un diagnostic et l'IA va faire un diagnostic et va donner les résultats. Donc c'est au radiologue de dire ce résultat-là n'est pas bon, ce résultat-là est bon. C'est à lui de décider, c'est à lui de choisir. Voilà. Donc lui, en se laissant à l'IA, c'est comme si les années d'études qu'il a fait, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Et vous avez aussi un prix spécial, prix général d'armée Sadio Camara. Comme vous dites, l'édition était consacrée à lui, c'est ça? Oui, vous avez créé ce prix-là. Oui, effectivement. Voilà. Donc, je voudrais, avant de répondre à ta question, je voudrais rappeler qu'on a mis en place on veut mettre en place une école technologique. Une école technologique. Voilà. Okay. Et cette école technologique aussi, on voulait le mettre en son nom. Ok. Voilà. Donc tout le monde sait. C'est une école qui va être créée par les MDA. Voilà. Bien, vous avez, une école qui va être vous avez un partenaire qui va financer cette école-là. Effectivement, on est en train de chercher les partenaires qu'il faut pour pouvoir travailler sur ça. Voilà. Et ça va être quelle sorte d'école? Avec quel profil? Avec quel module de formation? Non, comme c'est une école qui est de technologie et de développement. D'accord. Voilà. Donc on va former des jeunes sur les questions de robotique, les questions d'intelligence artificielle, les questions de développement, tout ce qui va dans le sens du digital. Et il y aura l'accélérateur à côté qui va former des jeunes. Et dans ce centre, on aura des jeunes aussi qui auront des bureaux ovales dans lesquels ils pourront tester leurs prototypes ou fabriquer leurs prototypes aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire dans voilà. Et le prix maintenant, voilà. Pourquoi le prix de Sadio Camara? Tout le monde sait et
et les intentions de tout le monde sait ce que Sadio Camara a fait au Mali. C'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui a donné tout ce qu'il faut. Il a montré aux gens qu'il aime vraiment le Mali, et c'est un homme aussi qui soutient beaucoup la jeunesse dans ses initiatives. Nous personnellement, il nous encourageait tout le temps avec des conseils, il nous orientait, il nous aidait, il était avec nous dans tout ce qu'on faisait, même les éditions passées, il était avec nous, et personnellement il nous donnait beaucoup de conseils aussi, quoi. Donc on s'est dit, sa mort a été très tragique, donc nous on s'est dit, cette édition, pourquoi ne pas lui rendre ça en hommage. Donc c'est dans ce cadre qu'on n'a pas invité, comment on appelle ça, on n'a pas eu de parrain, voilà, on n'a pas eu de parrain, on n'a pas eu de marraine, donc on va lui dédier cette édition-là en hommage, quoi. Le prix est allé à qui? Voilà. Le prix qui a eu le prix général Sadio Camara? Oui, on a remis le prix au président de la MRTP. D'accord. Voilà. C'est lui qui a eu ce prix-là. Oui. Ok, d'accord. Maintenant, alors, vous organisez chaque année le MDA. Bon, c'est bien, c'est la 6e édition. Vous encouragez les jeunes dans le domaine de la technologie. Mais vous-même, vous gagnez quoi dans ça? Qu'est-ce que vous gagnez? Pourquoi vous organisez ça? Vous gagnez quoi? Ok, bon, la bonne question c'est de dire pourquoi les Mali Digital et qu'est-ce que les Mali Digital accélérateurs gagnent. Voilà, c'est ça la bonne question. Bah oui. Donc, mais les organisateurs, oui. Bon, tu sais que le MDA c'est un forum, et avec le forum on a des partenaires, on a aussi des sponsors qui investissent dans nos initiatives. Donc on a créé le MDA pour que nous aussi on puisse avoir quelque chose voilà, là-dedans. Oui, donc qu'est-ce qu'on fait avec le MDA? Quand le jeune réussit à lever le fonds, nous on intervient directement sur le projet comme un actionnaire. D'accord. Donc automatiquement le MDA devient un actionnaire sur le projet du jeune. D'accord. En plus de l'investissement que le partenaire a fait. Maintenant, à la place, nous, on aide le jeune à améliorer son prototype, et on le met également en contact avec des partenaires pour pouvoir encore plus améliorer le prototype ou bien multiplier ce qu'il fait. Et on les aide dans les questions de management et puis dans la vente aussi. Mais M. Maga, c'est aussi une source de revenus, de recettes pour vous, parce que quand il y a des projets qui sont lancés comme ça, qui sont bien structurés, ça permet aussi à ces initiateurs de projets de payer aussi des impôts. Ouais. Là, donc tout à fait, effectivement, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire avec les jeunes, leur accompagnement, effectivement, nous-mêmes, sur le terrain, nous nous sommes rendus compte, parce que comme j'ai dit, nous-mêmes, nous sommes dans une phase de digitalisation, et effectivement, nous recevons beaucoup de demandes de partenariat, des demandes des jeunes qui se sont organisés par rapport à ce tri, qui veulent nous présenter des solutions digitales. Comme je dis, nous sommes une administration hiérarchisée, des trucs comme ça, mais nous sommes ouverts à toutes les propositions. Nous ne décidons pas, mais on peut les aider aussi. Si ça peut nous intéresser, nous, dans notre on va intégrer. Et si on doit faire des partenariats, on peut les faire avec eux, étant comme prestataire. Effectivement, ces derniers temps, vraiment, nous voyons l'impact des trucs parce que nous recevons beaucoup de demandes. Des jeunes qui sont organisés par rapport à tout ce qui est digital, notamment l'intelligence artificielle, qui nous proposons vraiment des solutions. Donc ils nous écrivent, on les reçoit, ils nous présentent notre solution. Bon, avec certains, nous sommes encore en phase d'étude pour voir ce qu'ils sont en train de nous proposer. Est-ce que nous, on peut l'intégrer dans notre administration? C'est pour dire que vraiment, nous voyons l'impact. En fait, ma question, c'était ça. C'est-à-dire que j'ai compris que vous ne pouvez pas directement travailler avec l'administration fiscale, et vous êtes en train de former des jeunes, des projets. Ils vont faire des projets, donc quand ils vont faire des projets, ils vont gagner des bénéfices. Ils vont recruter des agents qui vont avoir comme ça, donc il y a forcément des retombées au niveau fiscal. Donc vraiment, nous vous encourageons vraiment à aller dans ce sens. Et tout ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que j'ai dit, ça rentre vraiment dans le cadre de la souveraineté. La souveraineté n'est pas seulement militaire, la souveraineté c'est dans la tête, c'est dans l'espace. Parce que les années avant, on a vu que tout ce que nous voulons comme solution digitale, c'est importé d'ailleurs. C'est importé d'ailleurs. Aujourd'hui, nous nous rendons
quand même qu'aujourd'hui, tout ce que les autres peuvent faire, nous avons à peu près les mêmes compétences. Peut-être maintenant les autres aspects, c'est les moyens, l'équipement, et je suis sûr que l'État aussi va s'organiser par rapport à ce truc, parce que la vision que le gouvernement est en train de prendre aujourd'hui, c'est vraiment notre souveraineté. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en mesure de faire, que nous avons les compétences maliennes, on va le faire avec les Maliens et sur le territoire malien. Et je crois que nous encourageons vraiment par rapport à ça. Un dernier mot, M. Kanadigi, la 7e édition, c'est déjà en préparation? Oui, effectivement, la 7e édition est en préparation. Et cette 7e édition, on voulait même le baser sur l'accélérateur. C'est-à-dire on va beaucoup mettre l'accent, on va beaucoup travailler pour chercher encore beaucoup de talents pour pouvoir mettre en valeur les talents qui bâtissent, le Mali de demain. Voilà, donc j'aimerais aussi préciser que les jeunes Maliens, ils ont des talents. Et ces talents-là, il faut une structure qui pourra le valoriser. Et nous, on veut se positionner dans ce sens pour vraiment accompagner nos jeunes, montrer au grand public que le Mali peut être autosuffisant en matière de digital. Merci beaucoup, M. Issa Kanadigi, directeur de Mali Digital Accelerator. Merci également à vous, M. Omar Bilal Maïga, président de la commission d'organisation du Conseil de direction des impôts. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, le journal de 13h avec Ousmane Dao. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.